Pierre Merle est un sociologue spécialiste des questions scolaires, notamment, mais pas seulement, des pratiques d'évaluation, des droits des élèves, de la violence scolaire, de la ségrégation sociale dans les interétablissements, de la réforme des zones d'éducation prioritaires, de la question des inégalités. Il a publié beaucoup d'ouvrages chez de grands éditeurs. Sa bibliographie était vraiment tout à fait impressionnante. Il est actuellement professeur de sociologie à l'École supérieure du professorat et de l'éducation. Autrement dit, c'est un sociologue qui est proche, qui est au contact immédiat de son terrain ou de l'un de ses terrains essentiels. Je peux aussi trahir un secret. Pierre Merle est le fils de Robert Merle et il l'a même ouvertement pris en charge puisqu'il a écrit une biographie de son père, Robert Merle, Une vie de passion. Voilà. Mais c'est d'abord au titre de ses compétences de sociologue que je lui cède la parole pour son exposé sur la notation des élèves. À vous la parole. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je remercie Pierre Michel de son invitation qui me permet de vous parler d'un sujet un peu particulier, peut-être la notation des élèves. Pourquoi particulier? Parce qu'il y a un certain nombre de termes comme le marché du travail, la jeunesse peut-être, le chômage, les retraites, qui sont d'emblée considérés comme des questions sociologiques, comme des problèmes, alors qu'a priori la notation n'est pas cataloguée dans cette catégorie de questions sensibles. Plus que jamais, on est confronté finalement à la pertinence de l'adage de Bachelard, ce que l'on croit savoir, en l'occurrence sur la notation, cache ou occulte ce que l'on devrait savoir. D'où cette présentation sur la notation des élèves, constat et interprétation. Si j'arrive à faire défiler, voilà, ça doit être ça. Oui, alors je ne vois pas grand-chose. Ah oui, d'accord. Si, ça va. Alors, d'abord, je pense qu'il y a un éclaircissement de termes qui est utile, puisque souvent, notation et évaluation sont utilisés de la même façon, comme des termes qui sont symétriques ou identiques. Il n'en est rien. L'évaluation n'est qu'une partie, est un ensemble, et la notation n'est qu'une forme d'évaluation, et cette distinction est tout à fait essentielle. Usuellement, il y a 4 termes qui sont utilisés, un peu barbares peut-être, mais utiles pour clarifier le débat. Évaluation sommative, certificative, diagnostique, formative. Alors, sommative, c'est très simple, c'est l'évaluation telle que la notation telle que nous la connaissons, sont les notes tout simplement qui sont données aux élèves à chaque devoir. Certificative, c'est exactement la même chose, si ce n'est que ce sont des notes qui sont attribuées dans le cadre d'examens ou de diplômes, donc qui permettent d'acquérir un statut ou une autre dimension. Le diagnostic, ce sont des évaluations qui sont faites en début d'année, éventuellement par le professeur, et qui permettent de connaître le niveau des élèves, mais elles ne font pas l'objet de notation. Et enfin, formatives, ce sont des évaluations qui ont pour objet de donner des conseils aux élèves sans pour autant les noter. Donc on a 2 évaluations qui sont à base de notes et 2 qui sont sans notes. Alors, ce que l'on sait... Ah, j'ai des problèmes avec... Comment je fais pour faire avancer mes petites puces? Comme ça. Peut-être. Oui, peut-être. Merci, c'est plus simple. D'accord, merci. Donc, l'institution scolaire favorise sensiblement, nous le savons, les 2 premières modalités d'évaluation fondées sur la note par rapport aux 2 dernières qui sont souvent méconnues par les professeurs eux-mêmes. Alors, il y a tout de même quelques changements, puisqu'il y a 2-3 ans, le ministère a lancé des expériences de classe sans notes en collège, expériences dont le bilan ne sera peut-être pas fait, et ce serait intéressant pourtant de savoir le résultat de cette expérience. Alors, cette expérience de classe sans notes a été assez critiquée. Là, je suis un petit peu méchant pour un ancien ministre de l'Éducation, Luc Ferry, parce que je reprends une de ses paroles, et puis en fait, je vais après la critiquer. Puisque Luc Ferry a déclaré, et bon, ancien ministre, il faut prêter attention à son propos, ce n'est pas une bonne idée de supprimer les notes, casser le thermomètre ne sert absolument à rien. Alors c'est un propos qui est intéressant parce que cette métaphore du thermomètre est souvent utilisée et elle demande à être interrogée, quelle est sa pertinence en quelque sorte. Donc quelle est la pertinence de la métaphore du thermomètre? C'est une pertinence assez moyenne, me semble-t-il.
D'une part, il faut se poser la question importante en matière de notes, est-ce que le thermomètre est fiable? C'est la première question, et les élèves se la posent parfois, les parents aussi, parfois même les professeurs. Donc si le thermomètre n'est pas fiable, la métaphore n'est pas bonne. Par ailleurs, un élève n'est pas un malade dont on mesurait la température, c'est aussi une première limite de la métaphore. Après, les notes permettent-elles d'apprendre? Le thermomètre, à quoi sert-il au juste? C'est tout de même une question qu'il faut se poser. Et enfin, est-il possible d'apprendre sans notes? Puisqu'il y a cette idée que ce n'est pas une bonne idée de supprimer les notes, donc ce ne serait pas une bonne idée pour le système scolaire. Mais apprend-on sans notes? Certainement. La plupart des connaissances que nous avons, savoir nager, faire du vélo, faire de la cuisine et bien d'autres compétences, nous les avons acquises sans notes. Et puis il y a beaucoup de connaissances apprises avec les notes que nous avons oubliées. Donc ceci diminue peut-être l'intérêt de la notation. Voilà les questions que nous allons aborder maintenant sur la notation des élèves. Je vais devoir aller relativement rapidement. Donc je pense qu'une première question qu'il faut se poser, c'est celle de l'expérience de la note par les élèves, puisque c'est tout de même ce que vivent les élèves qui doivent nous renseigner sur l'intérêt ou non de cette pratique pour une grande part. Alors après, je souhaite vous présenter la conception institutionnelle de la notation et les recherches docimologiques, c'est-à-dire les analyses statistiques qui ont été faites sur la note. En 3, vous présenter les principaux résultats de la sociologie et de la psychologie de la notation. En 4, une approche que j'ai particulièrement développée, qui est ce qu'on peut appeler l'approche interactionniste, qui est une certaine conception de la notation comme arrangement. Et puis en conclusion, en 5 et en 6, je vous présenterai, ce que je n'aurai pas vraiment le temps de faire, les principes et pratiques d'une notation au service de l'efficacité et de l'équité, enseignant à des futurs professeurs. Évidemment, cette question est vive à l'intérieur d'une école supérieure du professorat. Et puis aussi, j'aurai juste le temps d'aborder la question, mais en fait, la performance des élèves, beaucoup d'études de psychologie le montrent, et de sociologie aussi, la performance des élèves est très liée à un contexte d'apprentissage, et ce sont des notions imbriquées, performance, contexte et évaluation. Et donc, considérer qu'il y a d'un côté la performance, d'un autre côté de l'évaluation, c'est une approche qui, du point de vue sociologique, n'est pas tout à fait pertinente. Alors, sur les élèves, quelle expérience de la notation? Alors, j'ai mené des enquêtes statistiques auprès de lycéens et de collégiens, 452 lycéens et 872 collégiens, avec un certain nombre de questions qui sont très simples, qui relèvent de leur expérience subjective. Ta copie notée par un autre professeur aurait-elle la même note? Es-tu déçu par ta note? Etc. Donc j'ai recueilli un certain nombre de réponses, et ces réponses permettent de définir un certain nombre de profils d'élèves. 3 profils d'élèves, ou 3 types d'expériences communes aux collégiens et aux lycéens. La première expérience de la notation chez les élèves, enfin ce n'est pas la première, mais c'est une expérience qui est heureuse, je dirais, c'est la sérénité. Donc il y a un certain nombre d'élèves, il faut s'en réjouir, qui adhèrent au principe d'exactitude de la note et d'impartialité du professeur, sont des élèves qui sont heureux en quelque sorte à l'école, et ils considèrent que les évaluations externes faites dans le cadre de brevets de collège ou faites par exemple au niveau du baccalauréat ne peuvent que confirmer leur niveau scolaire, le niveau scolaire de l'élève. Donc en quelque sorte, tout va bien dans le meilleur des mondes possibles. Un autre profil d'élève tout à fait différent est un profil qui est marqué par l'insatisfaction. Donc ce sont un certain nombre d'élèves qui expriment dans leurs réponses un discours critique à l'égard de la notation, parce que leur insatisfaction vient d'un certain nombre de dysfonctionnements. Ils considèrent qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements dans la notation. Parfois, il y a impartialité du correcteur, le barème était mauvais, n'a pas pu apprécier leurs vraies compétences, le devoir était trop difficile, etc. Donc il y a un certain nombre de critiques qui amènent ces élèves à être insatisfaits de façon fréquente, voire permanente, de leur notation. Alors, ce qui est intéressant dans cette insatisfaction, c'est qu'elle est associée en fait à une adhésion au principe d'une notation équitable. C'est-à-dire que ces élèves sont insatisfaits, mais ils ne remettent pas du tout en question le principe même de la note, de l'évaluation des élèves par le professeur. Alors, premier profil, la sérénité. Deuxième profil, l'insatisfaction. Troisième profil, l'impossible équité. Donc un profil tout à fait différent d'élèves qui émettent des critiques fondamentales vis-à-vis de la notation, qui considèrent que c'est un peu une farce, que la note est beaucoup trop dépendante d'un contexte,
elle est dépendante d'aléas qui sont intrinsèquement liés au projet scolaire de mesurer la compétence. Et puis, de toute façon, la compétence d'un élève est tout à fait variable dans le temps. Ce que l'on mesure à un temps t n'est pas valable à un temps t plus 1. Donc, ceci ne rime pas à grand-chose. Alors, ces élèves sont d'autant plus fondés à avoir ce discours que souvent, ils mènent à leur échelle, de façon bricolée, des expériences docimologiques, c'est-à-dire qu'ils font corriger leur copie après l'avoir entièrement recopiée par un autre professeur qu'ils peuvent connaître, ou ils se font aider par des professeurs amis, ou ils se font aider par leurs parents, ou par une grande sœur qui est en licence ou en maîtrise et qui n'obtient pas une meilleure note qu'eux. Et donc tout ceci les confirme dans le fait que la notation est quelque chose qui relève d'une sorte d'utopie scolaire. Alors, ces données, je les ai tirées d'un certain nombre de tableaux que je ne vais pas vous présenter parce qu'ils seraient trop longs à présenter, donc je vais passer là-dessus, pour arriver à un deuxième élément de cette expérience subjective, c'est-à-dire quelle est l'expérience, quels sont les déterminants de l'expérience de la notation, c'est-à-dire quelles sont les caractéristiques sociales et scolaires des élèves qui sont sereins, qui sont insatisfaits ou qui ne croient pas du tout en fait à la note. Alors en fait, un premier déterminant, c'est la discipline d'enseignement. C'est-à-dire que les élèves sont davantage sereins en mathématiques qu'en français, parce qu'il y a ce qu'on peut appeler un effet barème, ou je dirais une autre traduction, la croyance en l'exactitude de la notation. Vous connaissez l'aphorisme, en maths c'est bon et c'est pas bon. Donc dans ce domaine, il y a beaucoup moins d'incertitudes, voire pas du tout d'incertitudes. Donc premier critère, la discipline d'enseignement. Et puis, deuxième critère, le niveau scolaire des élèves. C'est très très net dans les réponses et assez logique en fait. La croyance en la notation juste est d'autant plus forte que l'élève est meilleur. En gros, pour aller vite, quand un élève a 17 ou 18, il considère que la notation est juste, et quand il a 3 ou 4, il considère que la notation est tout de même pas très très précise. C'est heureux pour l'élève d'une certaine mesure, et d'ailleurs c'est peut-être intéressant comme réflexion. Surtout en mathématiques. Bon, les très bons élèves en français peuvent avoir des doutes sur leurs compétences, parfois, en estimant qu'ils sont surévalués, mais pas en mathématiques. Les plus forts en mathématiques ont une sorte de certitude sur leur excellence qu'ils ne remettent pas en cause. Voilà les déterminants essentiels. Alors, je passe sur ce tableau. Pour arriver à ce qui est tout de même assez essentiel, me semble-t-il, c'est quelles conclusions on peut tirer de l'ensemble de ces 3 expériences. Globalement, on peut dire que l'expérience de la note est définie par le niveau des notes obtenues par l'élève, donc plus on est bon, plus on croit à la note, et par la fiabilité attribuée à celle-ci, donc en fonction des disciplines. Alors ça, c'est la conclusion, je dirais, descriptive, et puis une conclusion plus importante peut-être sur l'expérience de la note. La croyance ou non en la note va déterminer quelque chose de tout à fait essentiel, c'est-à-dire le rapport à la discipline, au professeur et le niveau de motivation et du travail. Exemple de la première dissertation de philosophie, j'ai mené aussi des entretiens auprès des élèves. Donc voilà une très bonne élève de terminale scientifique qui arrive pour la première fois en philosophie et qui est très heureuse d'avoir de la philosophie en se disant que son esprit va s'ouvrir à autre chose que des mathématiques et de la physique. Elle suit le cours avec beaucoup d'intérêt, elle travaille son premier devoir et puis premier contrôle, première note, 6 sur 20, avec ce commentaire « Vous n'êtes pas encore philosophe ». Alors elle va voir son professeur de philosophie et lui dit « Je m'en doute, je fais des mathématiques depuis 10 ans, je n'ai pas du tout la prétention d'être mathématicienne. Donc philosophe, c'est la même chose. Et par contre, je ne comprends pas la note, j'ai suivi le cours sérieusement, comme je fais en mathématiques, j'ai lu les lectures conseillées et j'ai 6. » Bon, le professeur de philosophie n'a pas trouvé une réponse pertinente et sa conclusion qu'elle m'a livrée, à partir de ce jour, j'ai arrêté de travailler la philosophie puisque un travail sérieux n'aboutissait pas de façon concrète à une note sérieuse, à mon sens, alors qu'en mathématiques, lorsque je travaille, j'ai un résultat. Donc il a suffi de 2 mois à ce professeur de philosophie pour décourager et détourner totalement cet élève motivé de la philosophie. Voilà une expérience de la note qui a un effet sur, évidemment, la motivation de l'élève et son travail. Voilà l'intérêt, je dirais, du sujet. Alors, grand 2, la conception institutionnelle de la notation et les recherches docimologiques. La conception institutionnelle de la notation, pour aller vite, je dirais qu'elle repose sur la croyance en la note juste. Croyance en la note juste,
pour des raisons qui sont assez simples, que chacun comprendra tout de suite. Les professeurs sont des experts, ils ont obtenu des diplômes difficiles. Par ailleurs, ils maîtrisent les programmes, normalement, ils ont les compétences à enseigner à leurs élèves. Et donc, pour les raisons indiquées ci-dessus, ils sont aptes à évaluer précisément les devoirs. Voilà, je dirais, l'armature qui explique la croyance en la notation, en la note juste. Alors après, il y a des hypothèses sous-jacentes qui permettent de douter de cette note juste, parce que, en fait, les professeurs n'ont pas la même compréhension des programmes, ils ne mettent pas les programmes en œuvre de la même façon selon leurs élèves, et évidemment, il y a un phénomène d'adaptation qui est tout à fait important. Par ailleurs, chacun sait que nous avons tous des sensibilités différentes. Pour qu'il y ait croyance en la note juste, il faut une sensibilité identique aux erreurs et à la qualité des copies, orthographe, syntaxe, lisibilité, clarté, ce qui est évidemment tout à fait faux. Nous avons tous nos préférences et nous sommes plus ou moins sensibles à la qualité de l'orthographe ou de la présentation ou de la syntaxe, si bien que nos critères de notation, explicites ou implicites, sont en fait différents. Alors, cette conception institutionnelle de la note juste a été mise en cause par les recherches docimologiques. Alors, les recherches docimologiques, ce sont des recherches qui reposent sur des études de multicorrection. L'idée, c'est par exemple de prendre une copie de français ou de mathématiques et de la faire corriger par 70 correcteurs. Et puis, on étudie la distribution des notes, parce que ce ne sont pas du tout les mêmes notes. Ou une autre méthode, c'est de prendre 100 copies et de les faire corriger par 5 ou 6 correcteurs. Donc deux types d'études essentiellement qui ont été menées il y a longtemps, dans les années 1930, et qui ont continué d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Et je vais vous présenter très rapidement une étude qui est la plus classique, une des premières en 1930, à l'époque où le bac permettait d'accéder au poste de cadre et de profession libérale. Alors, bon, je vais essayer de présenter ça un peu rapidement. Donc c'est 100 copies en français, de baccalauréat, en français, en anglais, en mathématiques, en philosophie, en physique, qui ont été corrigées chacune 6 fois, 5 fois plus la note du bac. Écart maximum en français, une copie a été notée 2 et l'autre 15, donc l'écart maximum a été de 13 points. En anglais, 9 points, en mathématiques, 9 points, comme quoi en maths c'est bon et c'est pas bon ne s'avère pas tout à fait vérifié. En philosophie, 12 points et en physique, 8 points. Alors ces écarts maximum n'arrivent qu'une fois, ils ne sont pas forcément les plus pertinents. C'est plus intéressant de s'intéresser à l'écart le plus fréquent, qui reste tout de même tout à fait considérable et inattendu. C'est-à-dire qu'en français, l'écart le plus fréquent, c'est 6 et 7 points, quand on fait la moyenne des écarts. L'écart le plus fréquent, 4 points en anglais, 4 points en mathématiques. Là, on voit qu'il y a une différence entre l'anglais, mathématiques, physique, et puis les deux autres disciplines. Donc des résultats tout à fait surprenants et même inattendus. Alors, quand je présente cette recherche aux professeurs stagiaires, ils me disent « Oui, mais monsieur, 1930, tout de même, c'est du passé. » Alors, c'est du passé, oui. Alors, il y a une autre étude qui consiste à faire corriger des copies par 76 correcteurs, copie 1, 2, 3. Donc, je ne vais pas détailler, mais en fait, on obtient ce qu'on appelle une courbe de Gauss. C'est-à-dire que, vous voyez, la copie 2 en rouge, note minimum 3 sur 20, note maximum 16 sur 20, c'est à peu près la même chose que tout à l'heure. Donc, il y a 13 points de différence. Et puis, les notes sont distribuées selon une courbe de Gauss, ce qui veut dire que c'est un phénomène aléatoire qui dépend de beaucoup de variables. Alors, par rapport à la remarque habituelle des professeurs stagiaires qui me disent que c'est vieux, je leur présente une étude plus récente de 2008 de Suchot, réalisée sur des copies de sciences économiques et sociales. Bon, 30 correcteurs. Et j'ai présenté la copie 1 et la copie 3, note au bac 9, note minimum 5, note maximum 15, donc l'écart maximum c'est 10 points, copie 3 c'est la même chose, donc on a en fait exactement les mêmes résultats que dans la recherche de Laugier et Weber de 1930, alors même que ces correcteurs disposent évidemment de consignes de correction. Alors, ce qui est intéressant pour les maths, c'est ce qu'a fait un professeur de mathématiques qui, en recevant ces résultats, se dit « mais c'est quand même incroyable, on a un barème précis, chaque question est notée sur 1 point ou 2 points, avec des consignes, comment arriver à un tel résultat ?» Donc, il a monté son expérience, qui est une expérience qui est très bien faite, qui a été publiée dans le bulletin des professeurs de mathématiques, et son expérience a consisté à demander à des professeurs de mathématiques de corriger les copies du bac en leur donnant le barème. Donc il y a plusieurs copies qu'il a testées, je vous présente juste la copie 8. Alors,
Voilà comment se présente un barème de mathématiques. Question 1 sur un point, question 2, question 3 sur un point, question 4 sur 2 points, puis professeur A, professeur B, professeur C. Question 1. Tous les professeurs sont d'accord, ont mis un point à la question 1 de la copie 8. Pareil pour la copie 2, pour la copie 3. Question 4, question plus difficile à évaluer manifestement, puisque le professeur A a mis 0,5 points sur 2, alors que les deux autres professeurs ont finalement considéré que la réponse était bonne. Ce qui est une énorme différence, évidemment, de notes, sur un petit barème, évidemment, sur une question. Mais ce qu'il y a, c'est que le professeur A a toujours tendance à noter un peu en dessous, par rapport au professeur B et C. Et le résultat, c'est que cette copie, par le professeur A à 12 sur 20, alors que d'autres lui mettent 16,5, soit 4,5 points. Vous multipliez par un barème à 7 points, et donc vous avez une différence énorme. Donc c'est plus précis, oui, comme barème, mais finalement, comme il y a toujours un problème d'interprétation, on arrive tout de même à des écarts importants. Les études de multicorrection, les examens sont-ils des loteries? Paradoxalement, la réponse va être non. On l'a intuitivement, c'est-à-dire qu'on sait que les bons élèves sont massivement admis et les élèves faibles sont collés. Pourquoi? Parce que dans un examen, il y a plusieurs épreuves. On voit qu'il y a un phénomène aléatoire, et ce phénomène aléatoire, il est réduit par tout simplement l'augmentation du nombre d'épreuves qui répartit de façon aléatoire l'erreur. Et donc, on a toujours un aléa pour les épreuves moyennes, mais curieusement, alors que chaque note est relativement imprécise, à partir du moment où on a plusieurs mesures, eh bien, on arrive à quelque chose de relativement cohérent. Alors, quelle est la pertinence du baccalauréat? C'est une question assez vaste, pour un certain nombre de raisons, mais qui seraient trop longues à développer ici. Le baccalauréat est finalement assez pertinent compte tenu du fait qu'on prend en compte le livret scolaire, qu'il y a une épreuve orale, qu'on multiplie les évaluations. Alors, la question, c'est n'y a-t-il que de l'aléa dans la variation des notes d'une même copie? C'est-à-dire que là, nous sommes dans le cadre d'évaluation anonyme. Les sociologues, les psychologues d'abord, ont mené des études tout à fait intéressantes sur ce qui a été appelé les biais sociaux de notation. Alors, principaux résultats de la psychologie de la notation et d'abord principe des expériences. Alors, ces psychologues montrent des expériences très particulières. Ils prennent deux copies à peu près du même niveau, copie A, copie B. Sur la copie A, ils mettent en haut à droite discrètement copie rédigée par un fils de journaliste connu. Et sur la copie B, ils mettent copie rédigée par un fils d'employé. Ils font 20 photocopies, ils envoient ça à 20 professeurs, chacun corrige la copie A et la copie B, puis ils vont avoir des notes. Après, ils reprennent la copie A et la copie B, et sur la copie A, ils changent ce qu'on appelle le stéréotype, c'est-à-dire ils mettent copie écrite par un fils d'employé, et sur la copie B, ils mettent copie écrite, rédigée par un fils de journaliste connu. Ils font 20 photocopies et ils envoient ça à 20 autres professeurs. Donc c'est une expérience qui a été faite sur des rédactions. Ils manipulent une information, sans dire évidemment que ce qui est intéressant, c'est justement cette information qui est donnée sur la copie et que les professeurs lisent forcément. Le résultat, sur des rédactions, c'est que sur les 4 critères qui étaient retenus, donc c'était l'orthographe, le fond, la forme, et j'ai oublié le 3e critère, lorsqu'il y a cette stéréotypie qui est écrite par un fils de journaliste connu, les notes sont meilleures, y compris pour l'orthographe. C'est-à-dire que la stéréotypie aboutit à ne pas rechercher de la même façon les fautes quand, a priori, compte tenu de la profession du père, eh bien, la copie doit être meilleure. Donc les psychologues, à partir de ce schéma d'expérience, ont ainsi manipulé des tas de variables en mettant élèves scolarisés dans les lycées prestigieux, collègues du centre-ville, lycéens scolarisés dans les lycées de banlieue, très bons élèves, élèves très faibles, etc. Donc ils ont multiplié ce type d'expérience en manipulant les informations disponibles. Et donc ils sont arrivés, alors effet du niveau scolaire antérieur annoncé, effet des notes déjà données à ces élèves, alors ça c'est une expérience un peu plus compliquée, tout ceci influence les correcteurs. Donc il y a ce qu'on appelle des biais sociaux, puisque c'est le statut social ou scolaire de l'élève qui influence le correcteur. Il y a même dans des expériences un peu plus compliquées où ils ont trié des photos d'identité qu'ils ont classées du plus séduisant au moins séduisant par des jurys, et en mettant ces photos d'identité sur les copies, ils ont montré que l'apparence physique pouvait jouer aussi dans l'évaluation des copies. Il y avait un effet du genre.
que les filles étaient en général mieux notées que les garçons. Alors, c'est une expérience intéressante qui concerne la physique. Ils ont pris 30 copies de physique, toutes rédigées par des garçons, et sur la moitié, ils ont mis des prénoms féminins. Et les professeurs avaient à donner sur chaque copie une appréciation sur la rigueur scientifique de la copie. Alors, le résultat attendu s'est avéré juste, c'est-à-dire que les copies de physique associées fictivement à des garçons sont jugées plus rigoureuses, manifestant une meilleure aptitude pour la science. Alors, ce qui est dommage dans cette expérience, c'est qu'ils n'aient pas fait l'expérience pour le français, par exemple, pour savoir si la réciproque était juste. C'est encore à faire. Alors, effet de l'origine sociale, l'étude dont je vous ai parlé tout à l'heure montre qu'il y a un effet de l'origine sociale, il y a un biais démontré par les recherches en psychologie. Une origine sociale catégorisée aboutit à une approche une notation plus favorable. Alors, les sociologues ne font pas des expériences de ce type-là. Les sociologues font des études dans la réalité des classes et des établissements. Vous verrez qu'il peut y avoir un biais d'expérience, en quelque sorte. Alors, je ne peux pas vous présenter en détail la méthode, mais la méthode, pour ce qui est de la sociologie, va consister sur un échantillon très important d'élèves. En l'occurrence, je pense à une étude sur à peu près 2000 élèves, où il y a des évaluations anonymes faites par ces élèves, et on compare les évaluations anonymes avec les moyennes annuelles des élèves. On s'aperçoit qu'il y a grosso modo une certaine cohérence, mais il y a des petites divergences, et ces petites divergences s'expliquent par ces biais sociaux de notation. On retrouve exactement les mêmes biais de notation que les psychologues, c'est-à-dire un effet du genre. Les filles sont systématiquement mieux notées que les garçons à compétences égales aux épreuves standardisées, donc on peut même chiffrer. Il y a un effet de l'origine sociale aussi, que l'on peut également chiffrer, entre les enfants de cadre et les enfants d'origine populaire. Il y a un effet du redoublement. Les élèves redoublants font l'objet d'une notation un peu plus sévère que les élèves non redoublants. Et il y a un effet de l'âge. Les élèves en retard sont jugés à compétences égales pourtant par des tests anonymes, moins compétents par les professeurs dans la classe. Alors, quelle interprétation de ces biais sociaux de notation? Plusieurs interprétations possibles. Tout simplement, ce qu'on peut appeler classiquement un effet de stéréotypie envers les redoublants et les élèves en retard. S'ils ont redoublé et s'ils sont en retard, c'est qu'ils sont plutôt moins bons a priori, et donc il y a une attente négative des professeurs à l'égard de ces élèves. Et il y a des stéréotypies envers les filles, jugées sans doute plus sérieuses, et les enfants de cadre. Alors ça, c'est une première interprétation. Il y a une autre interprétation possible, c'est que on peut imaginer que les enfants de cadre ou les filles interviennent davantage en cours, ont des comportements en classe qui sont davantage des comportements attendus, ce qui permet aux professeurs de mieux les repérer et en quelque sorte de les récompenser en arrivant à leur copie de leur attitude. Il y a d'autres explications, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors, sur cette découverte des biais de notation, psychologie et macrosociologie de la notation, il y a d'autres biais, par exemple ce qu'on appelle la constance macabre. Quand on demande à des professeurs de noter 200 copies, il faut les payer d'abord, mais on arrive à évidemment des notes qui vont de 5 à 15. Si on prend les 30 notes, les 30 copies qui ont des notes entre 9 et 11 et qu'on demande à 30 professeurs de renoter ou de noter ces copies, on va de nouveau avoir des notes qui vont de 5 à 15. Donc il y a cette loi de Gauss qui s'impose en quelque sorte comme un étalon de notation qui est toujours présent. C'est ce qu'on appelle la loi de Posthumus ou la constance macabre. L'ordre de correction des copies, c'est très connu. Si on prend un paquet de copies, on met 3 très bonnes copies au-dessus du paquet. La moyenne du paquet va baisser parce que le professeur établit son barème à partir des 3 bonnes copies, et par rapport à cette constance macabre, eh bien, il arrive à modifier son barème ou à interpréter son barème de façon différente si les 3 premières copies sont excellentes. Si les 3 premières copies sont très faibles, c'est exactement l'effet inverse. Et les effets de contraste, c'est qu'après une bonne copie, la copie qui est après est généralement moins bien notée,
et après une très mauvaise copie, la copie qui est après, par effet de contraste, est mieux notée. Un professeur non plus n'est pas fidèle à lui-même. En mathématiques, l'expérience a été faite beaucoup de fois sur des copies qui sont tapées à la machine. Eh bien, un professeur ne va pas noter de la même façon la copie 5 et la copie 45, alors que c'est la même copie, parce qu'il y a un effet d'ordre dans le paquet de copies. Donc, il y a ce qu'on appelle des effets de halo, présentation, écriture, qui jouent aussi. Alors, voilà quelques biais de notation et biais sociaux de notation. Et il m'a semblé que la recherche avait omis une dimension tout à fait importante de ce qui constitue la note, qui est la réalité de la classe et ce que vivent les professeurs. Alors, il m'a semblé que la notation pouvait être conceptualisée, ceci peut paraître un peu étrange de prime abord, comme un arrangement. C'est tout à fait anti-intuitif, puisque la notation, c'est l'application d'un barème avec des critères de correction, et l'arrangement, c'est se mettre d'accord. Donc on voit qu'il y a une sorte de contradiction à considérer que la notation puisse être un arrangement. Pourtant, dans la classe, il y a un certain nombre de contraintes, et dans un établissement interpersonnel ou institutionnel, qui peut justifier une conception de la notation comme un arrangement. Alors, cette conception m'est venue suite à des entretiens avec des professeurs, où de fait, il existe ce qu'on peut appeler des négociations plus ou moins implicites qui vont orienter les pratiques de notation dans la classe. La nature des arrangements, on l'a en menant des entretiens auprès des professeurs. On s'aperçoit que le nombre de contrôles est très différent, que les professeurs vont pondérer leurs contrôles de façon différente, qu'en cours de barème ou au début d'un barème, ils peuvent modifier leur barème. Il peut y avoir de nouvelles notes après avoir corrigé un devoir. Si les notes sont mauvaises, les élèves peuvent refaire leur devoir. Il peut y avoir une deuxième note. Il peut y avoir des notes d'oral de rattrapage, il peut y avoir des contrôles surprises, il peut y avoir des moyennes arrondies. Il y a un ensemble d'outils plus ou moins utilisés de façon différente selon les professeurs qui aboutissent à bricoler la note. Ce n'est pas moi qui ai employé pour la première fois ce terme, c'est un collègue qui s'appelle Philippe Pernoud. Donc il y a une sorte de bricolage ou de cuisine évaluative propre à chaque professeur. Et il m'a semblé intéressant d'étudier ce qu'on peut appeler ce bricolage plus ou moins caché et implicite. Alors, ces arrangements sont intériorisés par le professeur, il n'en a pas forcément une conscience claire, mais de fait, il me semble qu'il y a trois types de contraintes qui sont liées à l'action du professeur et qui expliquent ces pratiques d'arrangement. La première contrainte, c'est ce que je vais appeler des contraintes externes. Les données sont là connues. Selon le type d'établissement, eh bien, les notations sont différentes. Les notes ne sont pas les mêmes dans un établissement de l'éducation prioritaire ou en centre-ville. Lorsqu'on essaie de corréler, le ministère a fait ça, le niveau des élèves évalué de façon anonyme et les notes, on obtient quelque chose qui est tout à fait surprenant, contre-intuitif. Donc le type d'établissement exerce un effet sur le type de notation. Et les professeurs intègrent. Après, il y a le type de direction. Les chefs d'établissement peuvent agir de façon différente en fonction de leur conception de leur établissement, de façon plus ou moins élitiste, dans la politique de fabrication des classes, de redoublement, dans les conseils parfois que les chefs d'établissement peuvent donner à leurs professeurs. Et puis, il y a des normes de notation disciplinaire qui sont très fortes, et ceci m'a beaucoup surpris quand j'ai interrogé des professeurs. Par exemple, un professeur de sciences naturelles me dit « Moi, j'ai une notation à la limite du pathologique. J'ai des moyennes beaucoup trop élevées par rapport aux moyennes données par les autres professeurs de SVT. » Il ajoute « J'essaye de me corriger, de me soigner même, mais je n'y arrive pas, c'est quasiment une maladie. Il met des notes trop élevées. » Et puis, on sait qu'en philosophie, les notes ne sont pas les mêmes qu'en arts plastiques, en sport, en musique. L'inspection générale de philosophie a même rédigé un rapport sur le fait qu'il n'y avait pas de raison qu'en philosophie, les moyennes au bac tournent autour de 8, qu'il n'y avait pas de fatalité au 8 en philosophie. Donc, vous voyez, c'est une question qui a été traitée par l'inspection générale. C'est donc quelque chose de tout à fait sérieux.
Alors, ces contraintes externes constituent des normes évaluatives et orientent les arrangements évaluatifs propres à la classe, puisque le professeur est en quelque sorte pris entre des contraintes externes, des notes plus ou moins faibles ou plus ou moins élevées, avec des contraintes qui sont propres à la classe. Alors, ces contraintes propres à la classe, c'est pour un enseignant quelque chose de connu. Il y a des dynamiques de classe qui sont plus ou moins agréables. Dans des classes où l'assiduité est bonne, où le travail est bon, la confiance sera plus grande, les notes seront probablement meilleures. Parfois, il y a des phénomènes de leadership positifs ou négatifs qui vont modifier les pratiques de notation. Il y a aussi des stratégies d'évaluation qui peuvent être suivies par le professeur. Personnellement, ayant enseigné quelques années en lycée, j'étais tout à fait stupéfait du conseil que donnait systématiquement le chef d'établissement à chaque petit nouveau pour lui expliquer comment il fallait bien noter. Commencer plutôt bas en début d'année, autour de 9 de moyenne, aller vers les 10 après et finir vers les 11 pour inciter les élèves à travailler en début d'année. Et puis au deuxième trimestre, au troisième trimestre, au troisième, indiquer aux élèves qu'il y avait des progrès, et puis aussi c'était une façon de dire qu'en tant que professeur, on avait fait progresser ses élèves. Donc voilà les conseils qui peuvent être donnés parfois par des chefs d'établissement. Il s'agit bien de stratégies d'évaluation qui ont pour but de tenir la classe ou d'encourager la classe. Bon. Alors il y a aussi des négociations particulières avec certains élèves qui font preuve, je dirais, de marchandage. Alors je vais vous lire un petit extrait, peut-être un petit peu long. Donc je demande à un professeur de français s'il existe des différences entre les notes mises pendant l'année et puis les notes au baccalauréat. Voilà ce qu'elle me répond. Ça peut, ah oui, dans les deux sens. Dans l'année, par exemple, je peux avoir mis des notes convenables et bon, bruitage, c'est pour montrer qu'il y a un dégonflement de la note. Par exemple, je prends l'exemple de Bruno l'année dernière. Je l'avais en classe de première. Voilà le cas d'un élève qui ne maîtrise pas du tout l'écrit, qui n'arrive pas à structurer sa pensée. Au début de l'année, première note, je lui mets 4 sur 20. Il me fait un résumé, 4. Une semaine après, il vient me voir comme ça. J'étais dans une classe, je me souviens très bien. Il passe dans le couloir, la porte était ouverte. Il en profite pour rentrer, pour m'interpeller. Comment ça se fait que vous m'avez mis 4 à mon devoir? Et l'année dernière, j'avais un professeur de lettres qui me mettait 12. C'est assez astucieux de la part de l'élève. Si je veux 12, comment ma valeur en français peut être divisée par 3? Je lui dis, c'est fort possible. Qui c'est la prof? Ah, c'est elle, rire. Bon, ce n'est pas très glorieux de la part du professeur comme réponse pour expliquer la différence, mais que voulez-vous, ce n'était pas facile pour elle. Ah oui, ça ne m'étonne pas du tout si c'est elle. Bon, cette année, tu as eu 12 l'année dernière, mais cette année, il faudra le prouver. Tu as eu 4 au résumé, tu ne sais pas faire un résumé. Si tu me montres que tu sais faire un résumé, je te mettrai 12, et même plus. Je suis tout à fait disposé, mais c'est à toi de me fournir les preuves. Cette année, l'objectif, c'est de te fournir une notation bac. N'empêche que Bruno s'est offert 4 au bac, et c'est tout à fait mérité. Alors je lui dis, mais où est le problème? La suite. C'est-à-dire que pendant l'année, j'ai apprécié chez lui une culture que la majorité des élèves de la classe n'avaient pas. Des références à des lectures, même si ce ne sont pas forcément les miennes. C'est quelqu'un qui lisait. Il y a donc eu des affinités qui se sont révélées. C'est quelqu'un qui intervenait facilement à l'oral. En plus, c'est l'exemple même de l'élève capable de faire de l'absentéisme, plus ou moins chronique. Donc, pour lui donner envie de rester en cours, j'étais obligé d'envisager une notation thérapeutique. C'est le cas même de celui à qui j'ai offert une notation thérapeutique. Dans la même phrase, il y a j'ai été obligé et j'ai offert, puisque de fait, on a les deux registres de l'obligation et de la possibilité. Mais en étant clair, je te mets 10, mais au bac, ce n'est pas ce que tu auras. Donc voilà une négociation, en quelque sorte. L'élève négocie sa note. Je veux bien venir au cours, mais pas en ayant 4. Et finalement, le professeur, compte tenu des autres compétences non notées, applique une notation thérapeutique. Il y a aussi des relations personnelles de séduction et de répulsion. Je vous en donne 2 petits exemples. En français aussi. J'ai de bonnes élèves. J'ai 3 petites gamines qui ont vraiment une tête d'ange, qui sont adorables, qui sont bosseuses, qui répondent, qui connaissent plein de trucs. Et c'est sûr que quand j'arrive à leur copie, j'ai un préjugé positif. Je le sens. Alors quelquefois, je me dis « Oh là là, est-ce que tu ne l'as pas surnoté ?» Alors, je prends la copie d'un élève moyen et je compare. Il m'arrive d'enlever des points. 0,5 points parfois. Bon, c'est une bonne volonté évidente,
Bon, ce n'est pas à la mesure du biais de notation. Alors ça, c'est des relations de séduction, mais il y a parfois des relations qui sont plus difficiles, donc en philosophie, en classe terminale. C'est vrai que tu as des élèves qui sont épouvantables aussi, ça arrive. J'avais une classe, il y avait 2 mecs un jour à l'intercours, j'étais seul avec eux parce que les autres étaient sortis. Il y en a un qui dit en rigolant à son copain, on se la coince. Des mecs comme ça, aucune pitié. Je crois qu'il n'a pas mesuré la distance à laquelle je tenais. Pour lui, dans sa tête, ce n'était même pas insultant, mais c'est parce que c'est comme ça qu'il doit traiter les filles par ailleurs, mais je m'en fous, aucune pitié. Donc on comprend bien qu'il y a évidemment dans la classe des relations qui sont des relations personnelles et qui aboutissent à des biais de notation et aussi à des contraintes propres aux professeurs dans la classe. Contraintes par rapport à soi, le professeur, c'est aussi un ancien élève qui a vécu scolairement, qui a vécu sa scolarité plus ou moins sereinement et qui va, en fonction de son histoire scolaire, noter de façon différente. Il y a des conceptions professorales de l'école qui sont liées à soit une certaine forme d'élitisme ou de réussite pour tous. Ce qui est très intéressant, ce sont des questions sur quelles sont vos notes minimum et quelles sont vos notes maximum. Donc il y a des professeurs, la note minimum c'est 0 ou 1, d'autres c'est 4, 5, d'autres c'est 7, 8. Et ceci renvoie évidemment à une certaine conception de l'école, des élèves et de la scolarité pour tous ou pour quelques-uns. Il y a des professeurs, de la même façon, qui vont mettre 20, d'autres jamais. Par exemple, ce professeur, qui est un professeur agrégé de grammaire, me disait 17 sur 20, c'est le très bon élève. Je dis, mais tu mets jamais 18? Il dit, jamais. Je dis, pourquoi? Parce que 18, c'est le professeur. Alors, c'est un peu bizarre, puisqu'a priori, le professeur ne fait pas le devoir pour l'élève, mais 18, c'est le professeur. 19, c'est l'écrivain. Et 20, je vous laisse deviner, mais c'est Dieu. Bon. Donc, vous voyez que sa notation, c'est très intéressant, sa notation, à chaque notation, c'est une hiérarchie scolaire et sociale, puisqu'il y a aussi la place, en quelque sorte, qui est laissée pour le professeur, qui est évidemment au-dessus de l'élève, pour l'écrivain, qui est au-dessus du professeur, en français, et pour ce qui est la perfection. Donc vous voyez que la note, c'est bien une histoire aussi personnelle par rapport à soi, une conception de l'école et une conception de la société. On a aussi un effet de l'âge. Les professeurs ont tendance à réduire un peu les écarts de notation en fonction de leur expérience et de leur âge. Effet du genre de correcteur, mais il n'y a qu'une seule étude là-dessus et je pense que les preuves ne sont pas encore assez fortes. Alors, je voudrais en conclusion apporter un certain nombre d'idées sur les principes et pratiques d'une notation au service de l'équité et des progrès scolaires. Donc, tout ce que j'ai pu vous présenter au début relève du constat et des interprétations. Après, la question est de savoir, pour des professeurs qui sont devant leurs élèves, comment faire pour arriver à avoir une notation qui permette davantage le progrès des élèves. Alors, il y a un certain nombre de principes possibles. D'abord, préserver l'anonymat social et scolaire des élèves. Les études de psychologie et de sociologie depuis les années 70, c'est-à-dire depuis 40 ans, ont très bien montré l'existence de biais sociaux de notation, c'est-à-dire le professeur est influencé par sa connaissance de l'origine sociale de l'élève, de son niveau scolaire, etc. En conséquence, il est tout à fait malvenu de la part du professeur, en début d'année, de faire remplir des fiches de renseignement dans lesquelles il demande à l'élève quelle est la profession de ses parents, quelle est la note qu'il a eue en mathématiques ou en français l'année dernière. Tout ceci n'est pas utile pour progresser dans une discipline. Et d'ailleurs, certains élèves savent très bien l'intérêt qu'il peut y avoir à donner tel ou tel type d'information. Ayant enseigné en lycée, je me souviens très bien d'une fiche d'une élève, d'ailleurs au premier rang, qui avait mis pour la profession de son père, professeur agrégé de médecine au CHR. Donc au cas où je n'aurais pas compris, son père avait un statut important, tous les mots comptent, hein, professeur agrégé de médecine, c'est pas de sociologie, au CHR. Hein. Bon, vous voyez, c'est très bien construit et compris par les élèves, en l'occurrence en classe de seconde. Bon. Mutualiser les épreuves d'évaluation, des effets positifs, les professeurs travaillent chacun dans leur coin, ont leur type de barème, tout ceci n'est pas favorable à une évaluation équitable. Le fait de se mettre d'accord sur des barèmes permet de réfléchir à une façon
poser les questions qui peut être utile et compréhensible par tous et éviter des habitudes qui ne sont pas forcément les plus efficaces dans la façon de poser les questions. Être confronté à un collègue sur les épreuves et l'exercice, c'est une très bonne solution. Préférer une notation encourageante à la croyance en la note vraie, c'est-à-dire la pratique de la notation thérapeutique. Il faut savoir qu'en France, on a eu des notes qui vont de 0 à 20, que l'on considère comme les meilleures. Quand on parle avec un certain nombre de professeurs, ils considèrent que voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. Bon, en fait, dans beaucoup d'autres pays, on n'a pas du tout ce type de barème de 0 à 20. Pour ce qui est de la Suède, par exemple, c'est très intéressant, la note la plus faible, c'est 4 sur 10. Il n'y a pas en dessous. 4 sur 10, ça veut dire l'exercice est raté. Après, 5, c'est convenable. Après, c'est moyen, satisfaisant, etc. Il y a beaucoup de notes pour montrer que ça peut être bien, très bien, excellent, mais il n'y a qu'une seule note pour indiquer que c'est raté. En Allemagne, qui est pourtant un système qui est relativement traditionnel dans l'organisation du niveau collège, puisqu'ils n'ont pas de collège unique, eh bien, on a 1 pour indiquer l'excellence, 6 pour indiquer que c'est raté, mais on met très rarement des 6, et 5 pour indiquer que bon, l'exercice est raté, et après, c'est 4. Quel est l'intérêt de ce type de notation? Tout simplement, lorsqu'un élève a 4 sur 10 en Finlande, si après il a 2,5, c'est-à-dire il a juste réussi son exercice, il a sa moyenne. En français, un élève qui en début d'année a 2 sur 20, évidemment, il est condamné à ne pas avoir sa moyenne pour le trimestre, parce qu'il a peu de chances d'avoir 18, il le sait très bien. Donc mettre une note qui pénalise à ce point décourage l'élève pour la suite. Donc mettre une note pour indiquer que l'élève a raté son exercice, c'est évidemment compréhensible, mais distinguer entre le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, l'élève a compris de toute façon qu'il avait raté, et après, pour récupérer une moyenne, c'est beaucoup plus dur pour lui. Donc une notation thérapeutique ou une notation qui évite de décourager. Contractualiser les pratiques d'évaluation, de ce qu'on appelle l'évaluation par contrat de confiance, c'est une évaluation qui permet d'éviter ce qu'on va appeler des évaluations croche-pied, c'est-à-dire, par exemple, indiquer aux élèves qu'au prochain contrôle, il y aurait tel exercice, exactement celui-là, c'est-à-dire prévoir pour les élèves qui sont en difficulté des exercices qui sont tout à fait accessibles, qu'on peut reviser, on peut même leur donner les notions sur lesquelles ils vont être interrogés de façon très précise, on peut même leur donner des types d'exercices sur lesquels ils vont être interrogés 15 jours avant, et la semaine d'après leur indiquer leur demander quels exercices sont difficiles pour eux, donc faire des revisions avec eux. L'idée, c'est d'accompagner l'élève dans l'évaluation et non pas d'essayer de le faire tomber, parce que quelquefois, c'est ce qui arrive. Alors, il faut aussi des exercices difficiles pour les élèves qui sont bons, pour qu'ils ne puissent pas s'ennuyer pendant le contrôle. Mais on voit bien qu'il y a nécessité d'insérer l'évaluation dans une pratique pédagogique. S'inspirer des pratiques de notation des systèmes éducatifs étrangers, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans le point 3, donc je vais passer. Fonder l'évaluation sur des compétences standardisées, c'est ce qui a tendance à se faire, c'est-à-dire aujourd'hui on a ce qu'on appelle un socle commun de connaissances et de compétences qui détermine exactement ce que les élèves doivent connaître. Donc avoir davantage une bonne connaissance des compétences à maîtriser permettrait de mieux maîtriser le processus d'évaluation. Varier les modalités d'évaluation. Si je prends l'exemple de Bruno avait 4, finalement elle se rendait compte que c'était un bon élève à l'oral. Elle aurait donné une note d'oral de 12-13, ça aurait été plus intéressant, plutôt que de se dire il n'y a que des notes qui sont celles de l'épreuve de français. Pourquoi pas donner d'autres notes sur les compétences à l'oral, des notes sur le travail en commun. Il y a plein de façons de noter et aujourd'hui les façons de noter sont relativement limitées. Varier les modalités d'évaluation, c'est-à-dire mieux noter d'autres compétences que celles qui sont habituellement mesurées, qui sont souvent des compétences individuelles, alors que le savoir travailler en commun, c'est aussi une compétence, mais qui est relativement peu, voire pas mesurée. 8. Évaluer des élèves ou des établissements, c'est tout de même tout à fait intéressant puisque les Finlandais évaluent plutôt les établissements et aident les établissements qui sont en difficulté, sans afficher d'ailleurs un palmarès comme on fait en France, et plutôt que d'évaluer systématiquement les élèves. Insérer l'évaluation, les élèves, dans le cadre d'une pédagogie explicite. L'évaluation ne doit pas, comme ça, arriver, je dirais, de façon improvisée. Normalement, elle doit finir en fait un cycle d'apprentissage où les élèves ont pu davantage tester leur niveau de compétence. Alors, je prends 2 minutes pour... Oui, bien sûr.
Merci. Quelles sont, alors, ma dernière conclusion, contexte d'apprentissage et performance. Alors, ce qui est intéressant, c'est de poser peut-être des questions un peu en amont sur la construction de la compétence. Alors, il y a un certain nombre de psychologues, surtout, qui ont travaillé sur les effets des comparaisons sociales forcées, sur que produisaient les effets de comparaison ascendante quand on se compare à Einstein, quand on fait de la physique, ou les comparaisons descendantes si on se compare à Homer Simpson. Bon, on ne va pas avoir le même sentiment, évidemment. Ou quand on se compare à la moyenne de la classe, sachant qu'on est en dessous de la moyenne de la classe. Quels sont ces effets de ces comparaisons sociales forcées, ascendantes ou descendantes? Alors, les effets sont assez connus. On a des effets négatifs sur son auto-évaluation par effet de contraste. Donc, se comparer systématiquement à Einstein n'est pas très motivant. Ne se comparer à une moyenne de la classe, on est toujours en dessous, ce n'est pas très motivant. Et donc, ce qui est tout à fait stupéfiant, c'est que ce type de comparaison aboutit à un phénomène qui est peu connu, qui est une réduction des ressources attentionnelles. C'est-à-dire qu'un élève qui se compare et qui sait qu'il va être comparé à la moyenne de la classe va perdre des capacités d'attention parce qu'il a la crainte d'être rabaissé, descendu par l'évaluation, et il y a une affectation de son image de soi scolaire. Donc les comparaisons ascendantes sont souvent menaçantes, elles réduisent l'image de soi, elles diminuent la motivation des élèves et leur capacité tout simplement à comprendre. Alors il y a des expériences que je ne peux pas vous montrer qui sont faites par les psychologues, qui consistent à faire des tâches-leurres. Donc on donne un devoir à faire aux élèves et on leur dit contre toute attente qu'il a plutôt réussi le devoir. Et donc on remodifie son image scolaire et après on le teste, on lui donne des exercices de mathématiques sur lesquels on lui a présenté une leçon par rapport à d'autres élèves faibles, parce que c'est un travail qui est fait sur les élèves faibles, qui n'ont pas eu cette tâche-leurre, où on leur redonne une définition d'eux-mêmes qui est meilleure. Eh bien, ces élèves qui ont eu cette tâche-leurre réconfortante, en quelque sorte, de comparaison ascendante meilleure, ont une meilleure attention, parce qu'ils sont libérés du poids de cette image de mauvais élèves. Donc, vous voyez, quelque chose qui est tout à fait intéressant sur comment se construit la classe. Et le fait aussi que si les processus de comparaison sont nombreux, ils vont focaliser les élèves sur la comparaison plutôt que sur les tâches d'apprentissage. C'est même valable pour les bons élèves, c'est-à-dire les bons élèves sont focalisés sur la bonne note, plus tellement sur ce qu'ils apprennent. Le seul but, finalement, ce qui tend leur attention et leur motivation, c'est la bonne note. Finalement, après, on peut tout oublier. À partir du moment où on a eu 17, c'était l'essentiel du processus, en quelque sorte, d'apprentissage, et le résultat, c'est d'avoir 17, et la note n'a plus beaucoup d'importance. Donc, ces processus de comparaison sociale forcée sont très intéressants. Un élève qui, pendant toute sa scolarité, est confronté à la question qui n'a pas terminé, et c'est toujours lui, a une mémoire autobiographique scolaire qui aboutit à une sorte de stress scolaire et une diminution de ses ressources attentionnelles, puisqu'il a le sentiment qu'il est particulièrement faible, et il y a un phénomène de prophétie autoréalisatrice. Donc ceci est en amont sur les relations pédagogiques. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Pierre pour cet exposé savant et sensible. Je vous renvoie à ces livres pour connaître le détail des analyses, mais j'avais une question, je vais poser peu de questions parce qu'on a peu de temps, mais enfin, la loi de Posthumus ou la constante macabre veut dire que quel que soit le système de notation, on sera toujours dans un monde gaussien. Alors, la loi de Posthumus ou la constance macabre a été établie pour des systèmes de notation qui vont de 0 à 20, où en fait l'échelle même de notation favorise cette constance macabre et la loi de Posthumus. Pour ce qui est des pratiques de notation en Finlande, où les notes vont de 4 à 10, ou en Allemagne, où les notes vont de 6 à 1, le 4 étant peu donné et le 6 peu donné comme note, en fait, on a quelque chose d'un peu différent, dans la mesure où si la loi de Posthumus s'applique, la moyenne n'est pas à 10 en définissant la moitié des élèves qui sont en dessous de la moyenne et la moitié qui est au-dessus. Si on applique la loi de Posthumus et la constante macabre, plus de la moitié des élèves sont reçus.
Donc on voit bien que l'échelle de notation sollicitée aboutit à classer différemment ou à définir différemment le nombre d'élus et le nombre d'exclus. Moi j'étais très surpris en discutant, parce que ça a un rapport direct avec ta question, en discutant avec un collègue qui est formateur en mathématiques, pourtant à l'ESP, il me dit, je ne comprends pas ces débats sur la notation, la moyenne doit être à 10, c'est la définition même de la moyenne. Et donc pour lui, en tant que professeur de mathématiques, c'est d'ailleurs le conseil qu'il donnait à ses étudiants, eh bien, ils doivent donner une moyenne d'10, puisque c'est le sens même de la moyenne. Donc la question pédagogique qui était derrière la question statistique était en fait refoulée par la loi de Gauss en quelque sorte, qui s'imposait à lui. À partir du moment où on a une autre échelle, où il n'y a pas par construction la moyenne à 10 et donc la moitié des élèves qui sont en dessous de la moyenne, mais on a une autre échelle où les notes vont de 4 à 10 ou de 1 à 6, eh bien, on a plus de la moitié des élèves. La loi de Gauss s'applique peut-être, je ne sais pas en fait, mais en tout cas, si elle s'applique, ce qui sera assez logique, eh bien, on n'aura pas du tout le même résultat en termes du nombre, de la proportion d'élèves bons et convenables par rapport aux élèves en difficulté. L'effet de l'échelle de valeur sur le résultat, en fait, sur l'appréciation des élèves. On pourrait en fait assister à une sorte de translation de la loi de Gauss vers la droite. Exactement. C'est ça en fait. Oui, c'est ça. La loi s'applique, mais avec un bonus. Avec un bonus, voilà. Compte tenu de l'échelle. Donc ça c'est un point intéressant, c'est-à-dire que si la loi de Gauss exprime quelque chose qui serait une sorte de distribution sous-jacente de qualité insensible au système de notation, ou je ne sais pas, enfin c'est un débat complet, je ne vais pas rentrer dedans, mais c'est absolument fascinant. Non, j'ai une autre question, c'est deux autres questions. C'est premièrement, étant donné la masse des connaissances qu'on connaît, qu'on a accumulées sur les principes de notation, tu en as livré beaucoup, quelle est l'attitude du notateur à l'égard des biais de sa pratique? Est-ce que la réflexivité est une sorte de vaccination possible? Et étant donné la multiplicité des biais, à un moment donné, ils doivent se neutraliser entre eux et quelque chose comme des routines de simplification de la situation s'installe. Et c'est là que d'ailleurs ton analyse en termes d'arrangement est supérieure à une analyse en termes de décomposition des variables, parce que les variables sont tellement nombreuses qu'à un moment donné, on est obligé de procéder à une gestion en direct de la situation qui ne peut plus être quantifiée ou énumérée par biais. Ça, c'est le premier point. Et ma dernière question est celle-ci. Pourquoi est-ce que, étant donné à nouveau la qualité de l'information et de la connaissance qu'on a sur ces pratiques, pourquoi est-ce que le système a une inertie aussi considérable de notation? Est-ce que les professeurs, au fond, sont en quelque sorte, les soutiens de ce système, ou bien est-ce que l'inertie s'explique autrement? Pourquoi est-ce qu'on ne change pas Alors, sur la première question, que je résume peut-être de façon un peu trop rapide, par l'effet de la connaissance sur la pratique, il est difficile de répondre à cette question, mais je pense qu'il y a un effet de la connaissance sur la pratique pour deux raisons. D'abord, en recherchant les biais de notation, les auteurs n'ont jamais mis en évidence un biais de notation selon l'origine ethnique des élèves. Et parfois même, c'est un biais positif de notation envers les enfants d'origine étrangère ou d'origine maghrébine. Alors je crois que c'est tout à fait intéressant dans la mesure où en France, le sentiment que le racisme puisse exister est présent, et donc les professeurs ont connaissance de ce biais possible dans leur jugement et le corrigent, et parfois le surcorrigent, puisque les enfants d'origine étrangère sont quelquefois, dans certaines études, un peu mieux notés que les enfants d'origine européenne. Donc j'en conclus qu'il y a un effet positif de la connaissance sur les biais de notation. Un autre exemple tient au fait que lorsque les professeurs ne font plus remplir de fiches de renseignement, ils ont conscience que leur perception des élèves et leurs attentes vis-à-vis des élèves sont modifiées. Donc le fait de ne pas savoir que cet élève au premier rang est la fille d'un professeur agrégé de médecine au CHR, eh bien, va modifier mes attentes. Le fait de ne pas savoir que ce garçon, au fond de la classe, est un père au chômeur, c'est un peu des stéréotypes, évidemment, dans ma façon de présenter les choses, mais de fait, les attentes sont modifiées.
Alors après, sur la question plus générale, les effets, par exemple, d'une sociologie de l'évaluation scolaire au niveau des professeurs, des futurs professeurs ou des professeurs stagiaires, il est difficile de répondre à cette question parce que, curieusement, la présentation que je viens de vous faire, je ne l'ai quasiment jamais faite dans l'ESP, alors que je suis dans l'UFM et dans l'ESP depuis 20 ans, parce que c'est une question qui n'est quasiment pas abordée. Donc, je reviens au début, c'est-à-dire la notation des élèves n'est pas comme la question des retraites ou du chômage, n'est pas un problème. Donc, si ce n'est pas un problème, il n'y a pas véritablement, s'il y a des études, elles ne présentent pas véritablement d'intérêt. Donc, on voit bien que ce qui manque, en quelque sorte, pour le système éducatif, c'est de constituer ce qu'on appelle en sciences, c'est le sens du problème. Il n'y a pas perception qu'il y a un problème. Et c'est ce qui aboutit à des formations sur les pratiques de notation qui sont extrêmement réduites. Personnellement, ayant commencé comme agrégé de sciences économiques et sociales, je n'avais aucune formation, les collègues capétiens n'avaient aucune formation sur la note. La note va de soi. Nous sommes dans le paradigme de la note juste. Les professeurs sont compétents, il y a des programmes, il y a des devoirs. Tout ceci ne pose aucun problème. Donc il y a une sorte d'omerta. Quand il y a la volonté, puisque c'est le cas maintenant, il y a un référentiel de compétences, donc il y a 10 compétences qui doivent être maîtrisées par les professeurs de collège et lycée. La question de l'évaluation est abordée en 2 lignes, que les professeurs sachent distinguer évaluation sommative, certificative, diagnostique et formative. Bon, au début de l'année, là, puisque cette fois-ci j'ai pu faire un cours, la grande majorité qui sont professeurs stagiaires ne savent pas ce que c'est qu'une évaluation formative, c'est-à-dire tout simplement donner des conseils, puisque c'est le fondement même de la relation d'apprentissage. Ils pensent qu'il faut aussi noter à ce moment-là. Donc on voit bien que les professeurs stagiaires, aujourd'hui, dans le cadre des formations disciplinaires, n'ont aucune formation sur les problèmes posent la note, avec des bémols peut-être pour les professeurs de mathématiques parce qu'ils sont intéressés à cette question depuis longtemps, mais les autres professeurs n'ont quasiment aucune formation. Donc on reste dans un système qui est d'une grande inertie, avec une difficulté à changer, sans doute parce qu'il y a un grand principe qui est une sorte de clé de voûte de la relation pédagogique et de la conception du professeur dans sa classe, qui est la liberté pédagogique. Donc la liberté pédagogique, elle a une large latitude qui inclut également les pratiques de notation, la façon de noter. Tout ceci est renvoyé à une sorte de bricolage interne, alors même que les connaissances dans ce domaine sont considérables, qu'il y a des centaines d'études, et pourtant ces études ne franchissent pas le cercle étroit des spécialistes de la question, alors qu'elles sont faites pour évidemment les professeurs et pour les élèves, et pour que le système soit plus performant et plus équitable. Merci. Un jour, le système américain de Rate My Professor va se généraliser et on verra bien ce qui arrivera, s'il y aura des courbes de Gauss des professeurs, de l'évaluation des professeurs. Ce sera intéressant. Merci beaucoup. Merci aussi.